مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في عدد خاص من برامج قناة السلام. سنتحدث اليوم عن الانتخابات الرئاسية الفرنسية اللي صراو البارح. نقدر نقولوا بدون مفاجأة سون سوربريز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تم انتخابه لعهدة ثانية ب 58 أكثر من 58%. سنحاول أن نتحدث عن بعض النقاط حول هذه الانتخابات الرئاسية الفرنسية، وأيضا عن الجزائر، كيف تكون هذه النتائج عن الجزائر. سيكون معنا ضيوف، سنحاول نتحدث باللغة الفرنسية لأن هناك ضيوف من باريس باللغة الفرنسية، وأيضا هنا في الجزائر معي كمال زايد. مرحبا بك كمال زايد. أهلا بك. صحفي ومراسل تي في 5 موند. مرحبا بك. شكرا لحضورك معي. وهاب حميدي، مرحبا بك. شكرا استاذ. ربي يحفظك. دونك vous pouvez parler en français, je sais que vous seriez plus à l'aise. Oui, je suis plus à l'aise, mais il n'y a pas de problème. Donc vous êtes avocat et ancien militant de l'UDI. Oui, ancien membre du Conseil national de l'UDI en France. D'accord, en France. مرحبا بك. Par Skype de Paris, Anaïs Baudaran. Bonjour, bonsoir Anaïs. Bonjour à vous toutes et tous. Merci, vous êtes la porte-parole du collectif de Red Jeune. C'est ça, je suis porte-parole du collectif Red Jeune, qui est un collectif qui a été créé récemment. C'est un collectif de jeunes qui s'organisent pour obtenir l'élargissement de la citoyenneté, qui s'organisent pour changer les institutions, pour qu'elles soient plus démocratiques. On s'organise également pour obtenir l'égalité entre tous les citoyens, et on s'est regroupés pour lutter contre les idées d'extrême droite dans un contexte qui est aujourd'hui plus qu'inquiétant, et pour défendre les libertés fondamentales. D'accord. Proche du Parti communiste ? Alors, j'ai fait partie du Parti communiste. Je suis également coordinatrice fédérale du mouvement des jeunes communistes du Val-de-Marne. D'accord. Merci d'être là, Anaïs. Kamel Zayed, on commence par vous, en français, comme vous voulez. Comme vous voulez. Il a sans surprise, sans surprise. Sans surprise, mais avec une surprise quand même. Oui. كاين مفاجأة. الأمور لم تسر ربما بالطريقة التي كانت متوقعة. صحيح أن نفس السيناريو الذي وقع في 2017 يتكرر هذه المرة في 2022. إعادة انتخاب ماكرون، إيمانويل ماكرون، لعهدة ثانية أو لعهدة جديدة كان نوعا ما متوقع، لكن إذا نظرنا إلى الأرقام فهنا تكمن المفاجأة. الأرقام من جهة، وأيضا الجو العام الذي جرت فيه الانتخابات والذي جرى فيه الدور الثاني من هذه الانتخابات. إذا عدنا إلى الانتخابات التي تأهل فيها لأول مرة جو ماري لوبان أمام جاك شيراك إلى الدور الثاني، كان هناك 95 سنة 1995 كان هناك تكاتف والتحام حول جاك شيراك كل الأطياف السياسية، وكان هناك خطاب ربما تخويفي من الوصول اليمين المتطرف إلى كان هناك نوع من الهلع. Il y avait une terreur au sein de la France, de la société، من إمكانية وصول جو ماري لوبان واليمين المتطرف إلى سدة الحكم إلى الرئاسة في فرنسا. هذه المرة لاحظنا أن هذا هذا الخوف، هذا الهلع لم يكن بنفس المستوى، وأنه حتى الناس التي تعودت أنها تصوت ضد اليمين المتطرف هذه المرة قالت سأصوت لمارين لوبان. وهذا ربما يعكس 42% النسبة التي حصدتها مارين لوبان في هذه الانتخابات، والتي تؤكد أن هذا التيار في تصاعد، وإذا استمر الأمر على ما هو الحال من غير المستبعد أن يصل إلى الرئاسة ربما في الانتخابات التي ستأتي من بعد المقبلة أو التي ستأتي بعدها. D'accord. وهاب سي إذا نكملوا على فكرة كمال زايد. قال لك c'est pour la première fois l'extrême droite a eu un chiffre quand même inquiétant. Ça, Kamal, c'est inquiétant. Je ne sais pas si on peut dire que c'est une surprise, parce qu'on a vu par rapport à Le Pen, c'était en 2002. C'était en 2002 par rapport à Chirac qui a eu le vote sans contre. C'était la première fois qu'il y a un candidat d'extrême droite passe au deuxième tour. Pour moi, c'était la surprise. Et on a vu la réaction des Français à l'époque. Il y avait des marches, il y avait un front national
enfin un Front National contre le Front National, parce qu'il y a eu un sursaut national contre le Front National pour faire barrage à Le Pen à l'époque. Il y a eu 20-80% Le Pen. Mais depuis, il y a une montée progressive, petit à petit. Et donc c'est plus conjoncturel, c'est structurel. L'assise de l'extrême droite en France, pas qu'en France. Il faut remettre le contexte français dans un contexte européen aussi. Si on a vu les extrêmes, c'est un peu partout. On l'a vu en Autriche, en Pologne, et en Hongrie, en Allemagne aussi. On a vu les partis, ce qu'on appelle les partis populistes en Europe. Il y a une poussée d'extrême droite, enfin ce qu'on appelle l'extrême droite ou les partis populistes, qui maintenant font partie du paysage, qui sont installés dans le paysage politique européen et particulièrement français. Et le score, c'est 40% quand même, c'est un score historique. 40, on s'approche des 50%. Par rapport, c'est vraiment, on se pose beaucoup de questions par rapport à ce score, parce que ça nous questionne sur beaucoup d'aspects, sur les questions que se pose la société française, pourquoi ce vote. Donc voilà, pour moi, c'est un peu inquiétant d'en y arriver à ce niveau. Anaïs, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Pourquoi ce vote? Pourquoi Wahab dit que pourquoi cette remontée ou ce score vraiment inquiétant selon Kamel Zaïd, 41% pour l'extrême droite? Vous qui êtes à Paris, que pensez-vous? Moi, en tant que militante politique de gauche, je pense que les Françaises et les Français n'en peuvent plus. C'est-à-dire qu'après les 5 ans de mépris, de casse des services publics, d'inaction climatique, de bafouement brutal des libertés, il est légitime en fait que les Français et les Françaises ne soient pas ravis par 5 ans de plus avec le président sortant. Marine Le Pen a bénéficié d'une sorte de dédiabolisation depuis des années, et cette stratégie-là, elle a porté ses fruits et elle a été encouragée par le glissement à droite d'une partie de la classe politique et par la candidature d'Éric Zemmour, il faut le dire, qui l'a fait passer pour plus modéré qu'elle ne l'est. Il a fallu rappeler à certaines personnes qui était réellement Marine Le Pen, quelle était son histoire et quel était son projet de société. Beaucoup l'oublient parce qu'il y a eu ce processus de dédiabolisation fort qui a été travaillé par ces équipes, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vie de tous les jours. D'abord, on fait croire que le Front National a écarté tous les racistes, les xénophobes, les islamophobes, voire les nazis de son parti. Puis on change de nom au Front National, qui est désormais le Rassemblement National, comme s'il y avait une envie de montrer que les choses avaient évolué depuis l'époque de Jean-Marie Le Pen. Puis on l'appelle par son prénom, si vous avez remarqué, on l'appelle Marine, vive Marine, Marine présidente, pour essayer de la disloquer de son père. Et puis, il faut dire que les médias n'y sont pas pour rien dans cette dédiabolisation. Et d'ailleurs, il n'y a pas que Marine Le Pen, c'est toute la classe politique d'extrême droite qui l'est, puisque les médias ont normalisé les sorties et les propos d'extrême droite qui n'auraient pas pu être dit, exprimé de manière aussi décomplexée, en tout cas il y a des années. C'est le cas d'Éric Zemmour, on l'a vu presque tous les jours ces derniers temps, dans les plateaux, dans des chroniques. Et moi, ce que je dis à chaque fois, c'est qu'il faut rappeler quand même que le Rassemblement National est un parti qui a été fondé par Jean-Marie Le Pen. Certes, il a réussi donc la prouesse de concentrer autour de lui pour fonder son parti toutes les nuances de l'extrême droite, des colonialistes tortionnaires d'Algériens comme lui, des fascistes, des collaborateurs avec le Troisième Reich. Et Marine Le Pen, il ne faut pas l'oublier, a hérité de ce parti. Alors certes, aujourd'hui, elle change le nom, elle change toute la stratégie, mais elle garde l'idéologie d'extrême droite. Oui, mais Anaïs, les 41% quand même, ça reste très important. Est-ce que les 41%, les 13 millions, je crois, de votants, peut-être je me trompe, mais 41%, est-ce que ils sont avec Le Pen par idéologie, ou bien c'est un projet économique, politique qui va avec?
Mais écoutez, comme je vous ai dit, je pense que les Français en ont marre. Il y a eu Jean-Luc Mélenchon qui était qui a fait 22% au premier tour. Les quartiers populaires, les départements d'outre-mer et la jeunesse se sont déplacés massivement pour glisser le bulletin Jean-Luc Mélenchon. Il y a eu des scores historiques qui ont été réalisés, dépassant souvent les 50% dans beaucoup de quartiers populaires. Et c'est vrai que l'union de la gauche a peut-être failli parce que on a entendu dire voilà, nous on va voter Le Pen parce qu'on n'en peut plus et parce que on a la rage, on a cette haine. Pourquoi est-ce que la gauche n'a pas fait son travail? On l'entend et justement on avait réagi là-dessus. Je pense qu'il y a une réserve de voix, bien sûr, sur les 13 millions de Français et de Françaises qui ont voté pour Marine Le Pen. Il y a des Françaises et des Français qui ont glissé le bulletin Le Pen par idéologie, parce qu'on a intégré depuis des années cette idéologie qui prône la préférence nationale. Mais je pense qu'il y a une frange de la population qui a hier voté Marine Le Pen parce qu'il y a du dégoût et parce qu'on n'en peut plus du mépris de la situation économique et sociale. Restez avec nous Anaïs Kamel Zaïd. ما تشوفش باللي الساحة السياسية الفرنسية خاصة في السنوات الأخيرة يعني تبدلت يعني جذريا يعني في السابق كان اليسار واليمين والآن ما كان اليسار اليمين لإيمانويل ماكرون والإكستريم دروات. إذا رجعنا نحاول نعمل نوع من التحليل بالإضافة قبل ما نجاوب على سؤالك نلاحظوا أنه الساحة السياسية في فرنسا لم تعد تنتج نخب. ما كانش النخب ولا لي ليدر. On ne produit plus de leaders ou de grands leaders et d'élites politiques comme ce fut le cas. Autrefois, Chirac, c'était un des grands présidents qu'a connu la France. Les décennies passées. La 5e République. De la 5e République. نشوفوا اليوم il y a un glissement. C'est-à-dire au sein des partis politiques, au sein des courants politiques. اليوم on parle pas, il n'y a pas de droite. Anaïs تقول لك بلي كاين ميلانشون qui est un leader aussi. C'est ça Mélenchon qui fait un peu l'exception, qui est un peu issu de cette ancienne classe politique. Aujourd'hui, il y a une nouvelle classe quand on parle d'Éric Zemmour. Hormis le fait qu'Éric Zemmour il incarne un certain courant d'extrême droite à l'intérieur de l'extrême droite, mais Éric Zemmour ne fait pas partie de la politique des politiques classiques, des partis. Il n'est pas issu d'un parti. Et c'est quelqu'un qui est venu comme ça des plateaux de télé. C'était un écrivain polémiste à la base et qui se retrouve pratiquement, il s'est retrouvé coude à coude avec Marine Le Pen. Et ça s'est joué à pas très grand-chose. C'est vrai que peut-être l'espoir qui existe, c'est Mélenchon qui a eu quand même 20% cette fois. C'est pas rien. C'est pas rien, surtout pour lui par rapport à ses anciennes participations aux élections présidentielles. لكن نشوفوا اليوم انه il y a un travail qui doit être fait, il y a une réflexion qui doit être faite par rapport à ce que les Français pensent. Quand on voit les scores de la droite classique et la gauche classique, c'est une catastrophe. Quand on voit les scores dans cette élection de la droite et de la gauche, il y a un souci. Le PS s'est éclipsé complètement. Oui, même la droite, même Pécresse, même Valérie Pécresse, les scores étaient nuls. Donc Macron peut-être a vu ça avant le temps. Il ne voulait pas se positionner ni à droite ni à gauche, mais ça peut profiter à l'extrême droite durant les prochaines élections. Surtout que la France connaîtra une élection législative dans pas très longtemps. Mois de juin. Et il est difficile de penser à une élection législative loin de ces résultats des élections présidentielles, résultats des élections présidentielles. Donc la droite, Marine Le Pen, Zemmour, tout cette extrême droite, il peut aussi faire des chiffres aussi peut-être inquiétants lors des prochaines législatives. Ouais, donc on peut dire que la scène politique française s'est complètement transformée. Ah oui, carrément. Et peut-être إذا رجعنا الخطاب Macron, وين يقول إنه فهم, il a tiré des conclusions de cette élection et qu'il va travailler pendant ce mandat. Parce que je pense que c'est le mandat de la dernière chance.
pour essayer de rattraper les choses, de rééquilibrer les choses. Et pour revenir, l'extrême droite, comme l'a dit tout à l'heure notre ami Wahab, il a percé partout. Et pourquoi il a percé? Parce qu'il y a la peur. Quand on gouverne par la peur, quand on véhicule le discours de la peur, ben, automatiquement, ça finit par donner un résultat pareil. Vous avez soulevé tout à l'heure un point important. On a vu que dans plusieurs pays, l'Autriche, les États-Unis, le Brexit aussi, on a vu la percée de l'extrême droite. Est-ce que la France peut résister encore à ce mouvement, je dirais? Résister, je ne sais pas, parce qu'on l'a vu, les 40%, c'est pas rien quand même. Et on va voir dans un mois, par rapport aux législatives, est-ce que c'est une confirmation ou pas? Parce que là, on peut dire que c'est un vote sanction, un vote contre Le Pen, enfin, contre Macron. On peut voir beaucoup d'arguments pour dire que c'est juste lié aux élections présidentielles, mais on verra dans un mois pour avoir une lecture assez profonde, avec beaucoup de recul par rapport aux questions que vous avez soulevées. Est-ce que vraiment il y a une mutation réelle dans le paysage politique en France? Parce qu'on s'est habitué au débat gauche-droite assez classique. Je peux dire que ça a duré pendant peut-être sur plus d'un siècle. Il y a des valeurs de gauche, des valeurs de droite qu'on défend. Et il y a ces deux blocs identifiés qui étaient incarnés par une élite dans l'histoire. Et là, depuis au moins 20 ans, on a vu qu'il y a beaucoup d'éléments qui font qu'il y a cette poussée importante du populisme. On a vu depuis au moins 2000, pour les questions économiques, depuis la crise 2008-2009, qui était la crise financière, les écarts entre les gens qui s'enrichissent et les gens qui s'appauvrissent, il y a plus de... En fait, on devient de plus en plus riche ou de plus en plus pauvre. Donc ça, c'est par rapport aux questions économiques. Et on a vu la crise de l'élite, parce que l'élite n'arrive plus à répondre, parce que c'est quoi le rôle de l'élite? C'est de traduire les aspirations de la population pour les porter politiquement, pour trouver des solutions, soit économiques, soit sociales, soit de projets de société. Mais là, on a vu que... Parce qu'au-delà de la personne de Marine Le Pen ou de Zemmour, parce que aussi, je pense que au-delà des personnes, on aurait eu le même résultat. On aurait eu le même résultat incarné par peut-être d'autres personnes, mais la réalité, elle est là. Parce que si on supprime Marine Le Pen ou Éric Zemmour, il y aura d'autres personnes qui vont porter... Il y a l'idée. L'idée est là. Voilà, l'idée est là, le projet surtout. Le projet, oui. Voilà. Anaïs, juste après les élections, Anaïs Boudaran. Anaïs, est-ce que vous êtes avec nous? Oui. Voilà. Donc, juste après les résultats, on a entendu la même déclaration de plusieurs personnalités, même le président Macron, Le Pen. Ils parlent tous de l'union, de coalition, de rassembler tous les Français. Est-ce que la France est si divisée? Est-ce que la France va si mal finalement? Je pense que la gauche est très divisée, en tout cas. Je pense que la gauche est très divisée. Le score d'hier... le montre, le score du premier tour le montre également, et cette montée de l'extrême droite montre que le pays est divisé. Hier, nous, les responsables politiques de gauche, nous avons retenu notre souffle jusqu'à la dernière seconde en réalité. On ne peut pas aujourd'hui dire qu'il y a eu une défaite écrasante de l'extrême droite en France. Au contraire, c'est même l'opposé. Marine Le Pen s'en est félicitée hier soir. Elle a gagné presque 10% depuis 2017. L'extrême droite gagne chaque jour du terrain. Et les 5 ans qui viendront seront difficiles sur le terrain parce qu'il y a tout à reconstruire pour les militants antiracistes, pour les militantes féministes, pour celles et ceux qui luttent pour la justice sociale et la transition écologique. Donc certes, hier, Emmanuel Macron nous dit, voilà, moi je comprends, il y a aussi des personnes qui ont voté pour moi pour faire barrage. Je ne sais pas s'il réalise vraiment, en tout cas si ces ministres ont réalisé, parce qu'hier, il y a eu quand même des images qui ont choqué et qui ont mis en colère beaucoup de Françaises et de Français, des ministres qui dansent, qui jubilent au Champ de Mars, sans la moindre humilité, alors que Marine Le Pen vient de faire un score tant inédit qu'inquiétant.
nous trouvons ça indécent. Et puis, il ne faut absolument pas négliger le taux d'abstention. 30% de Français ne sont pas allés voter, ne sont pas allés aux urnes hier, et c'est encore plus de personnes qu'en 2017. Donc oui, il y a un fossé qui est profond, et je pense qu'il y a tout à reconstruire. Kamel Zeid, la France va si mal? Pas si mal, je ne sais pas, je ne pourrais pas répondre à ça. Sur le plan social, économique? Non, il y a des difficultés, des difficultés socio-économiques, ça c'est clair. Ça c'est peut-être concrétisé avec le mouvement des Gilets jaunes. Il y a aussi un contexte international, il y a un contexte européen. Oui, il y a des difficultés. Si mal, je dirais pas ça, mais il y a des difficultés. Et c'est ça ce qui est un peu, c'est ce qui nourrit le discours de l'extrême droite. C'est-à-dire l'extrême droite, quand on a... Moi, j'ai écouté Éric Zemmour une centaine de fois. Tout le temps, il ne parlait très rarement d'économie ou de social. C'était plus, c'est les étrangers, les islamistes, l'islam, les étrangers, les islamistes. Oui, et ça donne un résultat, comme je le disais tout à l'heure. Le discours de la peur, le discours de la peur a donné ses frais, même aux États-Unis. Comment quelqu'un comme Trump est arrivé à la Maison-Blanche, c'était par rapport à ce discours. Tout le monde se moquait de Trump. On disait il ne sera jamais président. Mais finalement, c'était ce discours. C'était parler, c'était titiller un peu la fibre populiste chez les gens. Et ça finit des fois par payer. Peut-être on pourrait dire que la bonne chose, c'est qu'après, on peut être immunisé. Peut-être on peut se demander, est-ce qu'en France, est-ce qu'il faudrait qu'un président de l'extrême droite arrive au pouvoir pour que les gens sachent ce que c'est vraiment et peut-être avoir une immunité pour 10, 15, 20, 30 ans ou plus, je ne sais pas. On se pose cette question, mais je dirais que la situation politique, oui, elle est inquiétante. La France va mal politiquement. Parce que, comme le disait Wahab, comme le disait Anaïs, la France ne produit plus une élite. Les projets, même politiques, ne sont pas à la hauteur de ce que les gens attendent. Les gens sont de plus en plus pauvres. Il y a de plus en plus de charges. Et même les promesses qui sont souvent tenues dans les périodes d'élection qui sont données ne sont pas tenues par la suite. Donc, et c'est là où interviennent des gens comme Marine Le Pen, comme Zemmour, qui surfent sur cette vague et qui jouent cette carte de l'immigration, de l'islam, des étrangers qui nous bouffent notre pain. Oui. Anaïs, vous voulez intervenir? Oui, je disais que justement les candidats, moi je pense qu'il ne faut pas non plus sous-estimer l'extrême droite, ce serait mentir et puis dire qu'il n'y a pas de projet commun qui puisse satisfaire les Français. Aujourd'hui, c'est faux. Voilà, il y a, comme je le disais tout à l'heure, un programme. C'est celui de l'Union populaire. C'est un programme qui a été établi, qui a été travaillé depuis des années. Il est chiffré, il a été étudié, que ce soit sur le plan écologique, que ce soit sur le plan économique. Donc, en réalité, c'est encore plus profond que ça. Ouais. Anaïs, je reviens vers vous. Juste, Monsieur Hamidi, si on parle de Mélenchon, oui. Il se dit déjà Premier ministre. Il veut, c'est normal, c'est un homme politique, il a le droit d'avoir cette ambition. Est-ce qu'il peut vraiment, quand même, il a fait un bon résultat au premier tour. Est-ce qu'on peut parler maintenant de Mélenchon comme une force politique majeure maintenant? Moi, au-delà de la personne, il y a le projet, pour moi, il y a un projet alternatif, je vais dire. Oui, possible, pourquoi pas. Mélenchon veut jouer cette troisième voie entre l'extrême droite et le fait accompli de Macron. Et ben, il peut peut-être, dans le législatif, jouer un rôle qui... Pourquoi pas, parce que ça peut être une troisième voie, comme l'a dit Anaïs. Il y a un programme qui a été travaillé, il y a des alternatives par rapport à ce qu'on a vécu au moins depuis 15-20 ans, parce que là, les politiques qui sont passées, c'est des politiques de droite en général, là, qui est depuis au moins 20 ans.
Donc oui, pourquoi pas, il peut jouer ce rôle dans le législatif en étant une force alternative. Anaïs, si on parle de Mélenchon, quand même avec un résultat record aussi, c'est pour la première fois qu'il a eu au premier tour un tel résultat. Est-ce qu'on peut parler maintenant de Mélenchon comme une force politique qui peut faire la différence, qui peut s'imposer maintenant dans la scène politique française? Faire ce score en ne s'unissant pas en fait avec une partie de la gauche, c'est-à-dire le Parti socialiste, les écologistes et le Parti communiste. Il a fait un score historique et je pense que c'est sur cette mobilisation qu'il faut qu'on bâtisse un avenir. Cette dynamique-là, elle doit se poursuivre lors des élections législatives dont on parle pour faire élire une majorité de députés de gauche radicale à l'Assemblée nationale. Anaïs, je pense qu'on a un problème de son. Vous entend mal ou pas du tout? Donc, je reviens vers vous dans un petit instant. On a fait la moitié de l'émission, Kamel. Oui, on est à 26 minutes pratiquement. 26 minutes. Vous restez avec moi? Oui. Deuxième tour. On a le choix? Okay. Ouais, non, du tout. Même Anaïs, vous n'avez pas le choix. À tout de suite. Restez avec nous. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من عدد خاص من برامج قناة السلام. اليوم تحدثنا في الجزء الأول حول الانتخابات الرئاسية الفرنسية. اسمحوا لنا تحدثنا باللغة الفرنسية لأن هناك ضيوف يهضروا غير باللغة الفرنسية من باريس أو هنا في البلاطو. معايا كمال زيد، مرحبا بك. ما نزيدش نهضر فرنسي. سي بون. نحكي بالعربي. غير أنا وياك هروبي. عديتني. مرحبا بك. دونك صحفي مراسل فرانس تي في 5 موند باسكو كنت فرانس 24 من قبل. فوالا تي في 5 موند. مرحبا بك. حميدي وهاب، مرحبا. دونك محامي افوكا، محامي انت افوكا فوالا افوكا في فرنسا وهنا ايضا، وايضا ميليتون دو لودي التجمع الديمقراطيين المستقلين الفرنسي، حزب الفرنسي. حتى الان مازالك مناضل؟ Non, خلاص. D'accord. Vous avez voté hier? Non? Oui. D'accord. Non, j'ai pas voté. D'accord. Donc 28%. من باريس أنايس بودارن، مرحبا بك. Merci. Voilà, merci d'être là. Donc, on avait un problème technique, enfin, juste le son à première partie. Donc, je relance toujours avec vous. Donc, on parlait de Mélenchon. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un Mélenchon, une force politique française qui peut s'imposer, on peut compter sur lui maintenant? Enfin, l'opinion, la scène politique française, pas nous, hein, le on. Oui. J'imagine bien, non, mais je disais qu'il était indéniable qu'aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon incarne en tout cas la gauche radicale. Il a fait, on l'a rappelé, ce score au premier tour en ne s'unissant pas avec une partie de la gauche, c'est-à-dire notamment le Parti socialiste avec Anne Hidalgo, le Parti communiste de Fabien Roussel et Yannick Jadot avec les écolos qui ont fait chacun 2-4%. Donc en effet, il y a eu des scores historiques qui ont été réalisés et notamment dans les quartiers populaires qui ne votaient pas depuis des années et je pense que c'est sur cette mobilisation-là que nous voulons bâtir l'avenir. Et cette dynamique, elle doit se poursuivre lors des élections législatives, donc le 12 et le 19 juin prochain, pour faire élire une majorité de députés de gauche à l'Assemblée nationale. Le pôle populaire que nous sommes en train de bâtir actuellement, il n'aspire qu'à une chose, c'est-à-dire changer radicalement la vie des gens, la vie des Françaises et des Français, et imposer une défaite à Emmanuel Macron au 3e tour. Donc c'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon a en tout cas créé une sorte d'espoir pour ses électeurs en faisant des élections législatives un 3e tour, puisqu'il s'agirait de créer une sorte de rapport de force
Et c'est pour ça qu'il ne faut pas être abattu par le score d'Emmanuel Macron, mais bien au contraire, il faut aller motiver des gens, il faut aller convaincre, il faudra rien lâcher. Les 7 millions de Françaises et de Français qui ont voté pour l'Union populaire doivent se mobiliser pour les législatives afin que l'on puisse avoir une majorité de gauche à l'Assemblée nationale et exercer un contre-pouvoir afin d'en finir avec cette monarchie présidentielle. Donc en fait, on peut dire qu'hier, le parti de l'argent a gagné. Le 12 et le 19 juin prochain, le parti des gens va devoir l'emporter. D'accord, vous avez parlé tout à l'heure, je rappelle juste Anaïs Boudarin que vous êtes porte-parole de Red Jeunes, mouvement de jeunes communistes aussi de Val-de-Marne. Oui. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure de troisième tour. Vous avez dit que je préfère parler du troisième tour. Que voulez-vous dire par troisième tour? Le troisième tour, ça va nous permettre, c'est comme je viens de le dire, de créer une sorte de rapport de force. C'est-à-dire qu'en fait, au second tour, les gens qui avaient voté Union populaire au second tour, par exemple, avaient été complètement abattus par ce second tour. Encore une fois, qui se répète, on a le même scénario que 2017. Et en fait, pour motiver les classes populaires, eh bien, on a fait des législatives un troisième tour pour dresser une sorte de contre-pouvoir pour le président actuel. Ce qui n'aurait pas été possible si Marine Le Pen avait gagné hier soir, puisqu'elle avait déjà tout planifié et pour se servir de la Constitution afin justement si jamais elle n'avait pas de députés, une majorité de députés d'extrême droite à l'Assemblée nationale, elle voulait faire une sorte de coup d'État constitutionnel et mettre fin, dissoudre l'Assemblée nationale afin de pouvoir présider. D'accord. كمال زايد لما تحدثوا عن اليسار الفرنسي بطبيعة الحال نتحدث عن الجزائريين لأن معظم الجزائريين خاصة مزدوجي الجنسية يعني يروحوا يميلوا أكثر لليسار لأن اليسار اللي يساعدهم خاصة في الكثير من المواضيع. اليوم نتحدثوا عن الجزائر أو الجزائريين المقيمين في فرنسا كيفاش تشوف يعني لي غوتومبي هذه الانتخابات؟ نظن أنه الجزائريين إما اللي بيناسيونو يعني المزدوجي الجنسية ولا الجزائريين اللي عايشين في فرنسا من غير جنسية أكيد أنهم كانوا معنيين بهذه الانتخابات مثلهم مثل المواطنين الفرنسيين وحتى وإن كانت بدرجات متفاوتة. للأسف لاحظنا أنه الخطاب ولا المستوى النقاش السياسي في فرنسا طوال الفترة التي سبقت الانتخابات كان يتركز كثيرا على الهجرة والمهاجرين والفرنسيين من أصول أخرى إذا صح التعبير. وللأسف رأينا أن النقاش هذا بدأه ربما إريك زيمور وانزلق إليه الكثير من الساسة الفرنسيين لأنهم لاحظوا أن هناك نوع من الاهتمام لدى الرأي العام الفرنسي بهذه المواضيع بهذا الخطاب وبهذا مستوى النقاش هذا. الأكيد ربما أنهم حتى وإن كانوا يميلون كما قلت أنت إلى اليسار لكن أعتقد أنهم تنفسوا الصعداء نوعا ما لأن ماكرون يتموقع ما بين اليمين واليسار وخطابه ليس خطاب معادي للمهاجرين ولا للإسلام ولا للفرنسيين من أصول خارج البحار إن صح التعبير أو من أصول مغربية عربية إفريقية. لكن سنرى كيف سيكون النقاش بمناسبة الانتخابات التشريعية. حتى ماكرون تبنى بعض هذه خاصة فيما يخص المهاجرين. قلت لك أنه الكثير من الساسة دخلوا في لأنهم ربما تكتيك انتخابي لم يشاءوا. رأينا حتى فاليري بيكراس حتى آخرين يعني مترشحين آخرين فتحوا ملف الهجرة والمهاجرين المهاجرين غير الشرعيين والمهاجرين الذين كيف سيتم التعامل مع المهاجرين الذين يرتكبون جرائم أشياء كثيرة. قلت بدأها إريك زيمور وتبعه مترشح آخر ربما لتكتيك انتخابي ربما لكسب أصوات ربما لطمأنة الرأي العام الفرنسي كما قلت لأنه ورقة الخوف
هي التي أصبحت تؤتي أكلها في مثل هذه المناسبات. الخوف من المهاجرين، فرنسا لم تعرف ربما هذا التدفق من المهاجرين من جراء منذ 2011 من جراء ما وقع في سوريا، ما يقع الآن الربيع العربي كثير. وهذا نفس الشيء الذي حدث في بريطانيا، البريكسيت نجح بين قوسين لأن هناك خوف وتخويف من المهاجرين الذين جاءوا ليأخذوا أو ليأكلوا خبز الشعب البريطاني. نفس الحادثة تتكرر بطريقة أخرى في فرنسا، وبالتالي الخطاب هذا أو نقاش حول الهجرة والمهاجرين دخل فيه الكثير من المترشحين بما فيهم الرئيس ماكرون. لكن كلام الحملات الانتخابية يبقى في الحملات الانتخابية. الأكيد أن ماكرون اليوم سيتصرف بطريقة أخرى، ونحن سنأتي للحديث عن ربما العلاقات الجزائرية الفرنسية. الأكيد أن هذه العلاقات، وقبل أن نأخذ في الموضوع ستعرف مع منحى آخر الآن وقد انتخب ماكرون لعهد جديد. سنتحدث وتقول لي لماذا سيلتحق بنا قبل ما نجي لك أستاذ حميدي. سيلتحق بفيليب مازويل شيف بارتي سيتويان فرنسي، وأيضا عبر سكايب، وأيضا ناتالي غوليي هي عضو في مجلس الشيوخ الفرنسي. ولكن قبل هذا حميدي، au sein du parti, de votre parti dans lequel vous militez, qu'on pense, oui. D'accord, oui. Vous militiez donc, oui. Qu'on pense d'Algériens? Non, enfin, dans le parti, il n'y a pas d'Algériens. Enfin, qu'on pense, on va dire, de ressortissants, comme c'est une force électorale quand même majeure. Je ne pense pas qu'on raisonne comme ça. Après, moi, j'étais dans un parti républicain, donc quand on y adhère en tant que citoyen français. Donc, après, oui, les enjeux de l'immigration, ça fait partie de la politique, du discours politique en France. Donc, c'est pas quelque chose d'étranger à tout politique en France, mais pas dans le parti où j'étais, mais voilà, dans le discours politique en général. On l'a vu, l'un des discours phares, comme l'a rappelé notre camarade. Est-ce que les Algériens, les binationaux surtout, font partie du projet, on va dire, électoral? Du dessin électoral. Quand les binationales, c'est pas par rapport aux chiffres, on n'a pas les statistiques exactes, mais on les situe entre les 4-5 millions de Français binationaux. Pas mal. Oui, c'est important. D'Algériens, franco-algériens, auxquels on rajoute à peu près 800 000 de résidents. Donc les Algériens qui ne sont pas binationaux. Mais si on extrapole par rapport aux pieds noirs et toutes les relations franco-algériennes, on arrive à au moins 10-12 millions de Français qui ont un lien direct avec l'Algérie. Donc la question algérienne est une question centrale dans le débat politique en France par rapport aux pieds noirs. On l'a vu, le vote pieds noirs, il est important, il est puissant. Donc les politiques prennent en considération ce vote. Et aussi par rapport aux relations franco-algériennes, on les connaît, c'est des relations importantes pour la France en tant qu'État, mais aussi pour le peuple français parce qu'il y a des liens historiques, culturels, familiaux, économiques, de proximité, qui fait que, oui, l'Algérie est toujours à sa place dans le débat politique en France d'une manière ou d'une autre, d'une manière directe ou indirecte. Ils peuvent changer là-dedans quand même dans une élection. 4 millions je ne pense pas qu'il y ait un vote d'origine. Après, peut-être à la marge, mais généralement, les gens... je ne pense pas qu'il y a des Algériens qui vont voter Le Pen ou Zemmour. Pourquoi pas? Je pense que ça existe. Ça existe. On l'a vu. Il y a beaucoup de... je pense, non. Le vote extrême, maintenant, c'est pour ça que je préfère parler du vote populiste que vote extrême droite, parce que, voilà, quand on parle du populisme, donc, voilà, il y a des gens qui votent pour peut-être des raisons ou autres, mais voilà, c'est... Anaïs Boudarn, est-ce qu'il y a des Algériens qui ont voté pour Zemmour? Est-ce que vous les avez vus rencontrer, des Algériens, binationaux bien sûr, qui ont voté pour Zemmour ou Le Pen ou Dupont-Aignan? Alors moi, ça me fait rire. En réalité, ça fait pas du tout rire, parce que j'ai eu des discussions avec des Algériens, enfin des Franco-Algériens qui souhaitaient justement voter pour Éric Zemmour ou pour Marine Le Pen. Je ne sais pas si dans les urnes ça a été le cas. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que parmi les Français d'origine, les Franco-Algériens sont ceux qui votent majoritairement pour Jean-Luc Mélenchon.
D'accord. Et est-ce que vous pensez que les Franco-Algériens qui ont le droit de voter, donc qui ont voté, est-ce qu'ils ont une influence quand même considérable dans l'échiquier politique français? Bien sûr, mais je pense comme tous les binationaux qui vivent en France. Ils vivent en France, ils payent leurs impôts en France, donc forcément ils ont un mot à dire, hein, et je pense que c'est un droit de réponse aussi qui est fait par rapport aux politiques. Et puis, je pense que aujourd'hui, ils ont tout intérêt à voter, puisque le poids de l'extrême droite donne la possibilité au prochain gouvernement de mener d'une part une politique migratoire répressive. On l'a vu durant ce quinquennat avec la hausse de l'islamophobie, les discriminations qui touchent directement les Algériens. Donc, en effet, bien sûr qu'il pèse dans l'échiquier politique français. Est-ce que le PCF mise vraiment sur ce corps électoral, les Franco-Algériens? Je ne pense pas. Bon, déjà, le PCF a mené une campagne plutôt droitisante, donc je ne pense pas qu'il mise sur le corps électoral algérien. Je pense qu'il a voulu tomber dans ce truc populiste où justement Fabien Roussel considérait qu'il fallait s'adresser au peuple, et le peuple c'est quoi? Donc pour lui voilà, c'était vraiment les personnes qui vivaient en province, les personnes un peu franchouillardes qui boivent du vin, mangent du fromage, et qui voilà, sa campagne elle a été ciblée autour de ça, mais je ne crois pas que les Algériens soient sa cible en particulier. D'accord. كمال زايد، لو نتحدث الآن حول العلاقات الجزائرية الفرنسية في العهدة السابقة تاع إيمانويل ماكرون، شفنا يعني كاين هناك دي هو دي با، مي دي تري هو دي تري باي با. دونك شفنا جمود كبير، كانت حتى في واحد الوقت يعني كانت نقدروا نقولوا أزمة دبلوماسية حادة بين الجزائر وفرنسا. اسكو دركا نقدروا نقولوا باللي راح بيسك ماكرون أو كمل رئيس تبون نفس السياسة، اسكو راح تكون هناك نفس الأزمة ولا يزون انتيغي أشونج؟ أنا نظن أن الأمور بدأت تهدى حتى قبل الانتخابات. لاحظنا في الفترة الأخيرة عاد نوعا ما تيار، ما نقولوش عاد الهدوء، عاد التيار. لو كورون a été rétabli entre les deux pays, entre les deux chefs d'État. ولاحظنا أيضا أن التوتر كان مربوط جوستومون بهذه الحملة التي سبقت الحملة الانتخابية. أنه إريك زيمور للأسف جر الكثير من السياسيين إلى خطاب نوعا ما، خطاب قد يصفه البعض باستفزازي أو على الأقل لا يرضي الجزائر شعبا وحكومة. وبالتالي الرد الجزائري معروف، الجزائر استدعت السفير وبقي هنا لفترة طويلة، ثم شيئا فشيئا بدأت الأمور تعود. أظن أنه الآن ماكرون سيعمل على تحسين العلاقات، وبالتالي لما نقول يعمل على تحسين العلاقات فالأكيد أنه سيتخذ خطوات تنتظرها الجزائر في مشاريع في مجالات عديدة. خاصة يبقى دائما موضوع اللي هو الذاكرة، موضوع الذاكرة يعني يدير خطوات كمان تبقى غير كافية، لكن تبقى غير كافية مقارنة بما تم الوعود التي قطعها على نفسه أو التصريحات التي أدلى بها قبل الانتخابات الأولى، قبل العهدة الأولى. لاحظنا أنه بالنهاية كما قلت الفرق بين تصريحات المترشح وأفعال الرئيس، هناك فرق بين المسألتين. أظن أن هذه العهدة غالبا ستكون الأخيرة لماكرون، وبالتالي فسيعمل على تحقيق أشياء. والجزائر تبقى دائما مهمة بالنسبة لفرنسا، وفرنسا مهمة بالنسبة للجزائر لعدة أسباب، لأسباب تاريخية، بالأسباب الجالية التي كان يتحدث عنها وهاب، التي تعتبر أكبر جالية في فرنسا، أكبر جالية أجنبية. وهناك إمكانية ربما للوصول إلى نوع من الهدوء الذي يكون في صالح البلدين. ولما أقول هدوء ليس فقط هدوء، بل عودة التعاون كما كان، عودة المشاريع والابتعاد عن
تلك التصريحات الاستفزازية التي لا تقدم ولا تؤخر. لكن أظن أنه هذه المرة الأمور ستهدأ أكثر. الرئيس تبون تحدث مؤخرا عن العلاقات الفرنسية وأنها تم استئنافها شيئا فشيئا. أظن أنه في العهدة الثانية لماكرون الذي غالبا ربما سيزور الجزائر مرة أخرى، الرؤساء الفرنسيين عادة ما تكون الجزائر من المحطات الأولى التي يزورونها خارج أوروبا، خارج دول الاتحاد الأوروبي. نعم. وقد نرى عودة لتخيو اللي كنت أتحدث عنها، لكن يجب أن ننتظر قليلا حتى نرى. ربما بعد الانتخابات التشريعية في فرنسا ستتضح معالم سياسة ماكرون في العهدة الثانية تجاه الجزائر. Hamidi, si on parle des relations algéro-françaises, il y a des hauts et des bas, il y a des hauts très hauts, il y a des bas très bas. Parfois. Oui, après, c'est tout à fait normal. C'est des pays assez liés par des liens historiques, par des liens économiques, comme on l'a rappelé. Donc oui, c'est tout à fait normal que des moments, il y a des tensions, parce qu'il y a des intérêts peut-être qui peuvent diverger à un moment ou à un autre, mais l'ossature, il est là. Donc le socle, il est là. Donc on est obligé de maintenir des relations État à État, de peuple à peuple aussi, parce que c'est très important que on le sait tous, les États, chaque État a ses intérêts à défendre. L'Algérie a ses intérêts à défendre. C'est particulier quand même, entre l'Algérie et la France. C'est particulier parce qu'on connaît l'histoire, on connaît il y a un héritage qu'on n'a pas encore soldé. Donc voilà, il y a encore cette tension. On a tous dans nos familles, d'une manière ou d'une autre, un grand-père, un oncle, un père, un frère qui est décédé dans la guerre de libération. C'est récent. Hein. Donc la plaine, il est toujours là. Donc il faut l'appeler, je voulais dire, l'appeler, il est toujours là. Donc il n'est pas encore complètement cicatrisé. C'est dans l'intérêt de qui de rétablir la bonne relation, le bon contact entre l'Algérie et la France? L'intérêt déjà des qui citoyens, a intérêt beaucoup. Des Algériens, des Franco-Algériens, parce qu'on a des liens familiaux, on a une continuité de vie entre ici et là-bas. Donc voyager, avoir des facilités de voyager, un coût moindre, pouvoir investir ici, le visa. Oui, pour beaucoup d'Algériens qui ont leur famille en France, donc il y a des intérêts aussi, des liens familiaux à consolider, de l'investissement, des échanges culturels, des échanges économiques. Donc tout ça, on a tout ça à y gagner. C'est toujours une carte de pression, toujours les visas. Toujours ça a été une pression des deux côtés. Oui, je ne vois pas trop c'est une pression beaucoup plus par les autorités françaises. Qui exerce la France officielle envers l'Algérie. Oui, mais qui ne répondent pas vraiment à l'intérêt des deux pays, parce que les deux pays ont l'obligation d'avoir des relations apaisées, de relations État à État, de peuple à peuple apaisées, dans l'intérêt des uns et des autres. Donc on est obligé D'accord, parce que le problème, par exemple, de l'Algérie officielle, du président Tebboune actuellement, disait que le problème entre l'Algérie et la France, surtout sur le plan économique, ce n'était pas du gagnant-gagnant. Oui, la balance commerciale, elle penche beaucoup plus parce que nous, après, c'est-à-dire les sociétés françaises, la France avait beaucoup de privilèges, de bénéfices, mais l'Algérie, non, n'avait pas ce retour. C'est vrai. C'était dû, je m'excuse, c'était du temps de l'ancien président, c'était ça. On donnait plus, c'est-à-dire des projets qui ont été donnés à l'époque à des sociétés françaises ont permis de sauver ces sociétés qui avaient des difficultés, pour ne pas dire que certaines étaient pratiquement en faillite. Aujourd'hui, peut-être le président algérien veut qu'il y ait des relations gagnant-gagnant, économiques, je veux dire, des investissements, des vrais investissements, un transfert de technologie, et c'est légitime. Ouais. Anaïs Boudin, si on parle des relations algéro-françaises, qu'en pensez-vous? Je ne suis pas spécialiste des affaires étrangères, mais je pense qu'il y a eu une rencontre, en tout cas, des secrétaires généraux des ministères des Affaires étrangères des deux pays qui s'est avérée positive. En tout cas, c'est, je pense, suite à la dernière décision prise par le président français actuel, donc sur le métro Charonne, où sont morts des Algériens à cause de la répression du scélérat sous le préfet Maurice Papon.
Donc Emmanuel Macron avait déjà rendu hommage le 8 février dernier aux victimes mortes au métro Charonne. Et puis je pense qu'il y a une reconnaissance aussi des crimes qui ont pu être commis et à mon avis ça doit faciliter les relations, en tout cas du côté de l'Algérie. Il a fait des pas quand même importants, le président français Emmanuel Macron. Pardon ? Il a fait quand même des pas très importants. Il a montré sa bonne intention, on va dire, selon certains observateurs. Oui, surtout sûr. En termes de mémoire, en termes d'économie. Bien sûr, en termes de mémoire, c'est très important, et même pour les Franco-Algériens qui vivent en France, même, y compris pour les Algériens qui vivent en France, tout court. La reconnaissance, en tout cas, elle reste symbolique aujourd'hui de certains crimes qui ont pu être commis à l'encontre des Algériens, etc. Mais c'est un pas en avant. Après, c'est pas encore tout à fait suffisant. Moi, je pense que le plus urgent aujourd'hui, c'est bien sûr de parler des accords franco-algériens, mais surtout de parler, à mon avis, des conditions des étudiants algériens. Parce qu'il faut le rappeler, les étudiants algériens aujourd'hui, ils ne bénéficient pas des mêmes avantages que par exemple nos voisins tunisiens ou nos voisins marocains. On a une sorte de paperasse administrative qui est énorme et en fait qui est imposée et qui a été négociée en tout cas par l'Algérie. Donc à mon avis, il faut absolument qu'il y ait une discussion autour des étudiants algériens parce que ça commence à devenir difficile et c'est pareil au niveau administratif, donc au niveau de la préfecture, au niveau de la fac, on est dans une sorte de cercle vicieux et je pense que ça devrait être la priorité en tout cas Merci Anaïs Boudana. Peut-être dernier tour de table كمال زيت ما تشوفش ملي جا رئيس تبون شفنا يعني تبدلت العلاقه مع فرنسا ما وليناش ذلك التلميذ المطيع لفرنسا ولينا كم استرجعنا حسب الملاحظين استرجعنا هذيك السياده هذيك يعني ما وليناش هذاك التلميذ يقول نعم لفرنسا بدليل ان لاول مره الجزائريه الرسميه وقفت هكذاك الند لفرنسا وقطعت وسحبت السفير وغلقت المجال الجوي للطائرات العسكريه أكيد أنه هناك تغير يعني تحول في طريقة التعاطي مع الملفات الخارجية بشكل عام. السياسة الخارجية الجزائرية في فترة رئيس تبون تبدلت ما قعدتش نفس الطريقة خاصة ربما المشهد الذي الأكثر وضوح هو إدارة الخلاف مع فرنسا الآن مع إسبانيا. أن الجزائر تريد أن تقول وذلك كما قلت شرعي ومنطقي وطبيعي أنها تريد أن تكون في علاقات ند للند علاقات متوازية أن تكون كتف إلى كتف في مقابل أي دولة لا تكون لا خاضع ولا تابع. وهذا الشيء أكيد أنه لا يوجد جزائري لا يرضى عنها بالعكس لكن هذا يمر دائما عبر تقوية الجبهة الداخلية. لما تقوي جبهتك الداخلية يمكنك أن تتصرف بكل سيادة وبكل أريحية مع أي دولة وهذا الشيء الذي قام به الرئيس تبون والذي قامت به السلطات الجزائرية فيما يخص الملف الفرنسي وعودة التيار. وترى حتى ماكرون الذي رأينا كيف أنه تراجع عن بعض التصريحات وحاول أن يهدئ منها أو يفسرها بطريقة أخرى هذا راجع أيضا للرد الجزائري. قد هناك من لا يرضى عن هذا وهناك من يرى ربما كل شيء بالسواد حق لكل أحد لكن هناك تحول لا يمكن أن ننكره والجميع ينشد أن تكون هناك علاقات هادئة متوازنة متكافئة لتكون لمصلحة البلدين والشعبين. Monsieur Hamidi, dernière question. Vous ne pensez pas que, toujours dans les relations algéro-françaises, que l'Algérie maintenant tient à ses intérêts plus qu'avant? Ah oui, là, il est dans l'obligation de tenir à ses intérêts. Donc, en plus, l'Algérie, comme vous le savez, il a une place pivot dans la région. Les Français, on le sait, ils ont beaucoup d'intérêt dans la région du Sahel. Et l'Algérie a un rôle très important à jouer par rapport à la Libye, par rapport au Niger, par rapport au Mali. Pas que, on l'a vu avec la crise ukrainienne, l'Algérie est redevenue au centre par rapport à la fourniture du gaz en Europe. Donc l'Algérie va encore redevenir dans les années prochaines, parce qu'il y a
l'Algérie a encore beaucoup de réserves de gaz, mais il y a des investissements à faire. Mais les Européens, maintenant, pensent que l'Algérie est un acteur à ne pas du tout négliger dans l'échiquier au moins géostratégique local et aussi par rapport à l'énergie. Et on le sait maintenant, on l'a vu avec la crise russe, comment les Européens ont complètement changé par rapport à la vision de la région. Et les plus respectés, vous voulez dire? C'est pas question de respect, mais c'est une question d'intérêt important. Tant qu'il y a intérêt, et l'Algérie doit tirer profit. L'Algérie doit tirer profit de ce retour d'intérêt pour le pays. Et la France, on le sait, par son importance dans l'Union européenne, on sait tous que le couple franco-allemand, c'est le moteur de l'Europe, qu'on le veuille ou pas, et l'Algérie est le pivot de la région. Donc oui, l'Algérie a beaucoup de profits à tirer de la réaction de Macron par rapport à ses intérêts d'abord. Merci beaucoup Wahab Hamidi. Anaïs Boudaran, dernier mot peut-être, si vous voulez rajouter quelque chose. Écoutez, moi je vais rester sur les élections législatives et le 3e tour, puisqu'aujourd'hui on a débattu sur le score qu'a fait Emmanuel Macron et sur celui qu'a fait Marine Le Pen. Moi j'invite tous les franco-algériens qui nous suivent, qui verront cette émission, à s'inscrire déjà sur les listes électorales et à aller voter massivement le 12 et le 19 juin prochain pour les députés de gauche. On attend pour l'instant les accords au niveau national concernant les circonscriptions, mais en tout cas, voilà, c'est un contre-pouvoir énorme, l'Assemblée nationale, et il faut s'en saisir et il faut faire de Jean-Luc Mélenchon le Premier ministre. Merci beaucoup Boudaran Anaïs. Je rappelle que vous êtes porte-parole de Red Jeunes et mouvement des jeunes communistes de Val-de-Marne. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Merci. Kamel Zeyt, يعطيك الصحة. avec plaisir. شكرا على الدعوة. شكرا على النقاش. نقاش كان شكرا وهاب وشكرا أنايس. ميرسي بوكو. نستسمح فقط المشاهدين، لم نتم يعني كونيكسيون بمشكل تقني، لم نتم الاتصال بفيليب مازويل اللي هو رئيس حزب الوطني الفرنسي، وأيضا ناتالي غوليي عضو في مجلس الشيوخ الفرنسي سيناتريس. À cause d'un problème technique, donc je vous demande toutes mes plates excuses. Voilà. Abdelwahab Hamidi, merci. Merci à vous, merci aux invités pour cet échange assez fructueux. Merci beaucoup, je l'espère pour vous aussi. شكرا مشاهدينا الكرام، تلقاو في فرصة أخرى إن شاء الله.